Bonjour à tous, un webinaire de la DAN de Besançon avec Jean-François Cessy, qui est professeur à l'Université de Pau et du Pays de l'Adour. Il enseigne en communication multimédia et culture numérique. Il est responsable pédagogique de l'option ingénierie en éducation et formation. Il mène des recherches en sociologie du numérique. Il va essayer d'aborder avec nous le thème le numérique comme amplificateur pédagogique à travers une métaphore un petit peu technique afin de comprendre comment, en fonction des signaux qu'on entre dans la machine, on peut en sortir quelque chose d'efficient pédagogiquement ou non. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-François pour se présenter et puis commencer le diaporama. Très bien, merci. Merci pour votre invitation, tout d'abord. Merci donc à la DAN de Besançon et toute son équipe. Mais je ne vais pas me représenter puisque vous l'avez fait. Donc je vous propose de commencer le diaporama. Alors, où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Voilà, Tout à fait. Donc c'est bon, vous le voyez? c'est parfait. Donc je vais commencer. Donc je vais vous parler donc pendant une petite vingtaine de minutes de l'école à l'ère du numérique, avec une partie peut-être un peu plus conceptuelle et puis une partie empirique avec des résultats de recherche. Alors, ah oui, c'est comme ça qu'on avance. Avec un plan qui est le suivant, c'est-à-dire que je vais commencer par dresser 8 constats sur le numérique à l'école, où est-ce qu'on en est, suivi d'une remise en question peut-être qu'il faudrait que l'on fasse du numérique en éducation, donc ce qui correspond à l'amplificateur pédagogique que je propose en concept, c'est-à-dire pour modéliser l'incompréhension qu'on peut parfois avoir autour du numérique, pourquoi ça marche pas, des chercheurs qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça marche pas. Donc essayons d'expliquer tout ça grâce à cette métaphore. Puis après, je vous proposerai de conclure et j'espère qu'on pourra débattre autour de notre outil numérique qui est cette plateforme. Ah oui, c'est vrai qu'il faut cliquer là. Pardon. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que l'informatique à l'école, c'est quelque chose de récent. Notre forme scolaire, si on la regarde dans sa forme normalisée, elle n'a... Ah, par contre, je vois plus mon diapo là. Oh, Comment ça pardon, se c'est fait? moi. Sinon, je peux le projeter Hop par là. ailleurs s'il faut. Non, Voilà, j'ai bon, fait une parfait. faute main. Ah, c'est mal. C'était du bizutage en fait. Donc notre forme scolaire, ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que dans sa forme normalisée, telle qu'on la connaît, à l'heure d'aujourd'hui, un enseignant, tant d'étudiants en face, on fait tous la même matière au même moment, donc il y a une spatialité et une temporalité bien spécifique, etc. Donc cette forme normalisée, elle a au final 184 ans, puisque elle se réfère au final à 1833 avec la création par François Guizot des écoles normales, et du fait que cette normalité, en fait, enseigner, les maîtres ayant tous la même formation, a provoqué le remplacement de l'enseignement mutuel par l'enseignement simultané qu'on connaît aujourd'hui. Donc finalement, il y a 200 ans, on enseignait d'une manière un petit peu différente, et puis notamment avec des pédagogies qui étaient pour beaucoup plus actives dans nos écoles mutuelles. Et puis, si on en vient maintenant à l'avènement de l'informatique et puis du numérique, donc l'informatique à l'école, c'est un concept qui a une cinquantaine d'années maximum, c'est les années 1970, où l'informatique arrive comme outil disciplinaire, pour faire de l'informatique, des mathématiques, des statistiques. Il n'est pas question à l'époque d'apprendre avec le numérique, c'est-à-dire de l'utiliser comme un support amplificateur de l'apprentissage, tel qu'aujourd'hui on l'envisage quand on dit on va mettre du numérique éducatif ou du numérique en éducation. Donc, si on doit maintenant en venir au numérique, le numérique éducatif, c'est quelque chose qui a une douzaine d'années, si on en croit les premières enquêtes du ministère. Et notamment le fait qu'il s'y intéresse comme support et amplificateur de l'apprentissage. Alors, tout ça pour vous dire, et je vais revenir aux enquêtes du ministère, que notre école, en fait, elle est jeune, et comme tout jeune, elle est sans doute en pleine croissance avec le numérique, à l'ère du numérique, et qu'elle a toute raison de croître. Donc ça serait peut-être un argumentaire contre le conservatisme parfois qu'on peut rencontrer sur pourquoi elle devrait changer alors que tout va bien, etc. Bon, en tout cas, on a affaire à une forme scolaire qui est plutôt jeune. Alors,
là, vous avez la liste en fait des enquêtes qui ont eu lieu ces dernières années autour du numérique à l'école, depuis que en 1995, Internet arrive dans les écoles et que l'informatique en fait devienne ou migre vers le numérique, c'est-à-dire l'appareil connecté, l'informatique connectée. Il faut attendre 10 ans pour qu'on commence à s'intéresser à ce que ça produit. Donc, avec des enquêtes, vous voyez, qui s'enchaînent, mais qui portent sur le matériel, essentiellement, et puis sur les usages des enseignants. On s'intéresse assez peu à ce que fait l'élève avec le numérique, et notamment s'il l'utilise pour apprendre. Et vous voyez qu'il faut attendre 2015 pour que on enquête sur le numérique au service de l'apprentissage des élèves, et qu'au final, on centre notre intérêt sur l'apprenant et son apprentissage, et non pas sur la classe et sur, au final, l'enseignant ou l'enseignement. Donc, comme le ministère a fait le constat qu'il y avait vraiment peu d'études sur les usages ou les mésusages du numérique pour apprendre, en 2015, il a lancé un appel à projet IFRAN de 30 millions d'euros pour développer une approche scientifique du numérique éducatif, c'est-à-dire multiplier le nombre d'enquêtes scientifiques qui peuvent apporter de la connaissance sur ce secteur de l'apprendre avec le numérique. Alors dans cette mouvance, nous avons, nous à Pau, lancé une enquête qui s'appelle Sociologie du numérique dans le système scolaire palois, qui a eu lieu en 2016-2017, qui dresse un grand panorama des usages numériques scolaires et extrascolaires, pour qu'on ait la frontière entre l'apprentissage formel et l'apprentissage informel avec le numérique. Donc rapidement sur cette diapo, sachez juste que l'enquête a eu lieu dans 2 collèges de lycée et l'université à Pau. Et donc une de ses grosses originalités, c'est de porter sur 12 niveaux scolaires, de la 6e à Master 2, et même un petit peu en doctorat. Alors je vais passer sur le reste, ces protocoles scientifiques. Je remercierai juste au passage la société Le Sphinx qui nous a équipés en solutions d'enquête statistique pour la fourniture de son outil, et puis la communauté de communes Pau Béarn pour le financement. Et je vais passer directement au premier grand constat de cette enquête, c'est que le jeune, donc notre élève étudiant, que je vais appeler l'apprenant, puisqu'il va de la 6e à Master 2, c'est un écranovore, dans le sens où en fait il passe 5h40 par jour en moyenne sur écran, sur tous les écrans de la maison, donc tablette, smartphone, ordinateur, télé, etc. Et que 5h40 par jour, si on globalise à l'année, ça représente 2160 heures par an. 40 heures par semaine, c'est-à-dire qu'il passe l'équivalent de vous, votre travail, lui, sur écran. Alors ça ne veut pas dire que nous, c'est pas mieux ou pas pire, moi-même, je passe largement autant de temps que ça. C'est pas une critique que je dresse là, c'est un constat. Et tout ça pour vous amener à comprendre que nos jeunes, les jeunes que l'on a à l'école, ils passent 90 jours de leur vie par an sur écran, c'est-à-dire un quart de leur vie est consacré aux écrans. Et quelque part, une autre comparaison qui est, à mon goût, assez édifiante, c'est que chaque année, un étudiant, un élève, passe 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école, puisqu'il passe 2160 heures par an sur écran, et à peu près 1100 à l'école. Ça veut dire qu'il passe 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école. Donc, ça nous aide à comprendre pourquoi le numérique est un vecteur d'apprentissage aussi informel, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Ah oui. Deuxième constat, donc, que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est que la majorité des loisirs sont sur écran. C'est-à-dire que l'écran est un loisir principal. Le premier graphique d'en haut vous montre que en fait, la majorité de nos jeunes de la 6e à Master 2 passent moins de 7 heures par semaine, en majorité, à faire des loisirs non numériques. Et le deuxième graphique du bas vous montre qu'en fait, quand on leur demande s'ils doivent comparer le temps qu'ils consacrent aux loisirs numériques au temps consacré aux loisirs non numériques, c'est-à-dire le sport, etc., le cinéma, enfin tout le reste, la lecture, on constate que plus de la moitié disent qu'ils ont des loisirs soit essentiellement numériques, soit que numériques, et puis après, seulement un quart penche plutôt pour les loisirs non numériques. Donc vous voyez qu'on peut dire que le loisir est essentiellement l'écran de nos jours. Alors en troisième constat, le jeune apprend sur écran, puisque maintenant on va aller vers les activités scolaires, ce qui m'intéresse c'est d'aller vers l'école, et donc on leur a posé la question, as-tu la sensation d'apprendre beaucoup de choses à travers les écrans et Internet, que ce soit pour toi ou pour l'école? Et à cette question, ce que l'on voit si on prend les modalités beaucoup et énormément,
c'est que 62% de nos jeunes ont la sensation d'apprendre beaucoup avec les écrans. C'est-à-dire que pour eux, c'est un gage d'apprentissage. Quand ils cherchent quelque chose, ils trouvent de l'information et donc ils se forment par eux-mêmes sur écran. Alors, faisant ce constat, on pourrait se dire oui, mais alors l'école dans tout ça, qu'est-ce qui se passe avec l'école et les écrans? Donc nous avons posé la question, quand tu apprends des choses à travers les écrans et Internet, le plus souvent, est-ce par curiosité personnelle? Ça veut dire qu'on range cette connaissance dans le cadre de la vie privée, c'est commandé par la vie privée, la personne a choisi d'aller chercher ça, ou à l'opposé, est-ce en réponse à un travail demandé par un enseignant, et à ce moment-là on va classer ça dans la vie scolaire, et dans la sphère formelle de l'apprentissage. Et là, on constate la chose suivante, c'est que si on élimine la moitié en rose qui n'a pas su trancher, qui dit bon quand j'apprends à travers les écrans c'est kiff kiff, école, vie privée, l'autre moitié par contre vous voyez qu'elle penche très majoritairement à 42% pour un apprentissage dit informel, c'est-à-dire qui relève de la vie privée, qui n'a aucun rapport avec l'école, qui n'a pas été commandé par l'école. Donc ça veut dire qu'on pourrait en conclure que la sensation d'apprendre avec le numérique, elle est quand même majoritairement informelle, c'est-à-dire qu'elle relève de la vie privée. Et c'est d'autant plus vrai chez les lycéens et en début de cycle universitaire. En cinquième constat, je vous montrerai ce graphique qui illustre le fait que, en fait, l'appétence pour le numérique éducatif, elle est fortement corrélée à l'âge et au niveau scolaire donc. Puisque en dessous de la terminale, l'âge et le niveau scolaire sont assez corrélés, au fur et à mesure ça diverge. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? C'est que quand on pose la question « Souhaiterais-tu avoir davantage de cours avec un écran en classe ?» Puisque au final ils apprennent beaucoup sur écran, donc on pourrait se dire à l'école pourquoi pas. On constate que la majorité dit non, ou dit on en a assez, mais en fait, cette majorité, elle est fortement corrélée à l'âge. C'est-à-dire que si vous relevez que la courbe jaune, les jeunes, donc les moins de 17 ans, ceux qui sont donc de la 6e en première, ont une forte appétence pour le numérique éducatif. Vous voyez qu'elle est entre 70 et 80% de cette classe d'âge souhaitent voir des cours utilisant davantage le numérique pour apprendre. Et puis après, ça change. Et on voit une tendance qui s'inverse très fortement. C'est-à-dire qu'elle chute assez vite, aux alentours de 20%, dès qu'on passe à l'université. Alors, on pourrait y donner plusieurs explications, et par exemple, on pourrait aborder ça durant les questions si c'est quelque chose qui vous interpelle. À défaut, je vais vous passer sur l'explication sociologique. En sixième constat, donc, le numérique à l'école, alors quand je dis est mal utilisé, des fois ça fait bondir, mais c'est juste pour rapprocher ça en fait des moteurs de l'apprentissage. Simplement, quand on liste les activités que font faire les enseignants avec les écrans, c'est-à-dire en rapport avec le numérique, on constate que le plus souvent c'est des usages de transposition de choses existantes et au final qui ne changent pas grand-chose. Par exemple, créer des documents de texte ou lire des documents numériques. Alors lire un document numérique ou lire un document sur papier, ça ne va pas changer radicalement la forme du cours ou l'intérêt de l'activité. Regarder des vidéos, bon, c'est des choses qu'on faisait sans avoir d'écran personnel, on pouvait le faire en vidéoprojection ou en amenant les personnes en salle de cinéma ou au CDI, donc ça change pas grand chose non plus. Utiliser des logiciels par contre spécifiques, oui. Après, écouter des bandes sonores, on le faisait déjà avec des magnétocassettes. Et puis après, donc, les autres activités qui sont des activités reconnues, peut-être potentiellement plus génératrices d'apprentissage, puisqu'elles relèvent des trois moteurs que sont l'interaction, la découverte de l'environnement et le jeu. Ce sont les trois moteurs de l'apprendre, ce qui provoque des apprentissages plus naturels chez l'être humain. Ce sont les parents pauvres, en fait, des pratiques numériques scolaires. Or, c'est dommage, puisqu'elles sont reconnues comme un meilleur générateur d'apprentissage. Donc, on peut dedans mettre, par exemple, répondre à des quiz, compléter un site internet, tout ce qui est de la création, ou de la co-création, ou du dessin, ou du dialogue, c'est-à-dire de l'interaction, ou du jeu, de la ludification, ce sont les pratiques les plus faibles, les moins constatées. Et il faut encore plus les relativiser, parce que si on regarde le graphique d'à côté qui fait la volumétrie quelque part, donc le nombre d'heures par semaine que représentent toutes ces activités, on voit que pour 71% de cette population,
les activités numériques représentent moins de 4 heures par semaine sur écran. Et en fait, bon, j'ai pas la place ni le temps de vous montrer des graphiques plus fins, mais c'est plutôt moins de 2 heures ou moins de 3 heures pour les jeunes, et un peu plus à l'université puisqu'on a l'autorisation de sortir son ordinateur. Donc en fait, on pourrait dire, pour les collèges et lycées, c'est moins de 2 à 3 heures par semaine de pratique numérique. Donc ça veut dire que les faibles pourcentages de gauche, corrélés au fait que ça représente moins de 2 à 3 heures par semaine, vous voyez que ça va à quelques minutes, quoi. Ou potentiellement à une activité tous les 3 mois. Alors j'avance, puisque sans... ce constat pourrait être en défaveur des enseignants. C'est vrai qu'on pourrait dire, oui, mais tu tapes sur les profs, c'est pas sympa, etc. C'est pas du tout l'objectif, hein, ni le constat, il n'est pas là, c'est on dresse un panorama des usages numériques, et il faut aussi comprendre la situation délicate qui est celle de l'enseignant, sur lequel tout tombe finalement, puisque il est censé transmettre du disciplinaire, il est censé le faire avec, si possible, une forme pédagogique évoluée, engageante, il est censé apporter un certain nombre de matières supplémentaires qu'on lui ajoute, de citoyenneté parfois, maintenant de culture numérique, et puis tout ça sans forcément d'accompagnement. Donc on a voulu savoir un peu comment il se sentait accompagné. Et si on regarde bien, en fait, là j'ai posé 2 questions. Votre établissement vous propose-t-il des formations à la pédagogie et au numérique? On voit que pour l'essentiel, c'est 1 à 2 par an. Si on regarde en plus la ventilation sur le graphique de droite, on se rend compte que en lycée, ils n'ont pas du tout l'impression, alors je parle de Pau, hein, bien entendu, hein, il faut avoir ça en tête, hein, ce terrain, c'est le terrain de Pau, et ça peut être tout à fait faux, par exemple à Besançon ou ailleurs. Hein. Mais en tout cas à Pau, sur 2 lycées différents, les enseignants ne se sentent pas du tout accompagnés. Ils ne ressentent pas d'offres de formation qui leur permettent d'évoluer. En collège, vous voyez qu'ils en ressentent 1 à 2 par an, et encore la modalité est assez éloignée, donc plus les ronds sont loin l'un de l'autre, moins c'est vrai, on va dire. Hein. Et puis à l'université, ils ressentent quand même une offre de formation assez riche, d'1 par mois à 1 par semaine. Donc l'université est l'endroit où l'enseignant est potentiellement le mieux encadré. Alors ça ne veut pas dire qu'il consomme après cette offre de formation, puisque si vous regardez sur le diagramme du bas à gauche, on voit que pour l'essentiel des enseignants, ils déclarent moins de 3 formations sur 5 ans suivies. Moins de 3, ça veut dire 1 à 2. Hein. Donc 1 à 2 formations sur 5 ans, il faut avouer que ça fait pas beaucoup pour évoluer dans un monde, une société mouvante, une société hyper connectée, où le numérique devient une norme, où les écrans se banalisent, où la culture numérique vient en force. Donc tout ça fait que on se rend compte que l'enseignant a peu de formations et au final consomme peu aussi peut-être les formations qui sont proposées. Alors elles sont peut-être pas adaptées, hein, à voir. En 8e constat, et puis ensuite donc on enchaînera sur l'amplificateur pédagogique. Donc le numérique, on se rend compte qu'il pose des problèmes. Il y a aussi ça. Hein. Donc pour relativiser la mission compliquée qui est celle de l'enseignant, premièrement, peut-être déficience de l'accompagnement, c'est ce qu'on vient de voir, et deuxièmement, donc, le fait que le numérique pose problème, tout simplement parce que, quand on pose la question à l'enseignant, quelles sont pour vous les difficultés, les problèmes, les dangers en éducation, on leur demande de les classer, donc là vous avez le classement, hein, et bien vous voyez que les 3 premiers critères relèvent du matériel, c'est-à-dire que l'enseignant se plaint du matériel, du manque de matériel, du manque d'accès au matériel, ou de la désuétude, du manque d'efficacité, des pannes. En 2e critère, vous voyez que c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enseignant a besoin de temps pour évoluer sur toutes ces thématiques, se former et être suffisamment performant pour transmettre des choses maîtrisées. En 3e catégorie de critères, c'est des critères liés à la pédagogie. Vous voyez, donc manque de formation à l'usage du numérique. Ça vient seulement en 3. La peur que les élèves fassent autre chose, ou une pédagogie qui semble difficile à convertir. Donc les critères pédagogiques, c'est en 3e catégorie. Et ensuite vient, vous voyez, la reconnaissance liée à l'investissement, à l'innovation, le potentiel que peut apporter les techniques numériques en éducation, et puis vous voyez tout à la fin les réticences. Donc si on vous sort par exemple comme argument, oui, mais moi je le fais pas parce que j'ai peur que mes élèves n'accrochent pas, soient réticents au fait de mettre du numérique, ou que moi-même je suis réticent, ou que les parents ou l'institution soient réticents. En fait, ces réticences-là
ne sont pas réellement les premiers soucis auxquels pensent les enseignants. Alors, concluons sur cette première partie. Où en est-on avec le numérique à l'école 12 ans après, donc, quelque part, la première enquête du ministère, on verrait que l'école donc s'est peu emparée du numérique pour enseigner, pour faire apprendre, qu'elle propose un faible accompagnement au développement professionnel des enseignants, et que quand le numérique est utilisé, on voit que les activités nous montrent que c'est pas dans un cadre de scénario correspondant à une pédagogie très active. Donc on serait plutôt dans des choses transmissibles. Pourtant, si on en revient au rôle de l'école, quand on évoque les thématiques suivantes, qui sont des thématiques plutôt nouvelles pour la majorité d'entre nous, l'éducation aux médias et à l'internet, la cybersécurité, la cybercitoyenneté, mes usages et addictions du numérique, les données personnelles, le télétravail, toutes ces rubriques auxquelles il faudrait ajouter les habiletés numériques, c'est-à-dire le fait de savoir manier des outils, tout ce qui relève donc de ce qu'on pourrait appeler une culture numérique, qui formera les citoyens de demain si c'est pas l'école. Ils vont pas se former par eux-mêmes. De même, sur la forme, on a vu qu'avec les compétences du XXIe siècle qui sont attendues des jeunes, donc de nos jours, on attend davantage d'entrepreneurs de leur potentiel, des citoyens, des acteurs numériques. Donc l'école doit évoluer pour former ces nouveaux citoyens et ces nouveaux profils. Donc ce qui nous amène à une remise en question du numérique en éducation. Et cette remise en question, alors quand par exemple vous avez des gens qui sont pour le numérique, d'autres contre le numérique, à quoi ça peut être dû? Ça peut être dû d'une part à un manque de maîtrise du numérique éducatif, on va le voir, c'est assez compliqué de maîtriser les différents aspects qui font qu'on va être efficace en pédagogie avec le numérique. Ça peut être lié à une indisponibilité des outils et des équipements nécessaires, effectivement on l'a vu dans l'enquête, et puis aussi, il faut bien en être conscient, ça peut être lié à une contradiction des études scientifiques sur le sujet, puisque vous pouvez, et là je vous en cite, trouver des enquêtes qui sont plutôt technosceptiques, c'est-à-dire qui vont vous dire, et l'OCDE en premier, ou attention, le numérique, si vous en mettez, ça va déranger, ça va perturber l'attention, ça va détourner de l'apprentissage, et puis vous pouvez trouver des enquêtes plutôt techno-optimistes qui vont vous montrer que le numérique est un vrai vecteur d'apprentissage et qui peut réellement générer des bénéfices. Donc ça veut dire que pour l'enseignant c'est difficile de s'y retrouver entre tout ça, puisque les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette disparité d'avis des scientifiques, notamment sur le numérique en éducation, mais aussi des pédagogues Est-ce que le défaut il serait plutôt du côté de l'analyse scientifique? Et parfois c'est le cas, quand on regarde en tant que scientifique des protocoles qui nous sont proposés, on les trouve plutôt légers, c'est-à-dire que c'est des petites enquêtes, et qu'il faut surtout ne pas se hâter de les généraliser. Elles sont valables dans un contexte très particulier. Mais le défaut peut aussi être du côté de la proposition pédagogique analysée. C'est vrai que des fois, on voit des enquêtes portant sur, par exemple, l'introduction de tablettes en classe, mais on se dit, il est où le scénario? Est-ce qu'il y a un scénario pédagogique? Est-ce qu'il y a une proposition travaillée pour le numérique? Et c'est pas le cas. Donc fatalement, il peut y avoir un défaut venant au moins de ces deux catégories-là. Alors pour illustrer ça, moi ce que je vous propose, et c'est ce que je propose aux enseignants à qui je l'explique, c'est le concept de l'amplificateur pédagogique. C'est-à-dire que pour expliquer pourquoi le numérique peut parfois être génial en éducation et provoquer des super apprentissages, et puis des fois être complètement nuisible, comment le même objet peut être dans de tels extrêmes, j'utilise cette métaphore. Donc imaginez un amplificateur audio, tel que vous avez à la maison sur votre chaîne Hi-Fi, avec un microphone et un haut-parleur. Donc si on fait du bruit en entrée, on a un bruit plus fort en sortie, pour schématiser. Donc je mets un bruit en entrée, à gauche ici, donc un signal, et en sortie on a un signal plus grand. Si ce signal en entrée c'est un signal composé de parasites, un petit signal qui est pas qualitatif, en sortie j'aurai des parasites encore plus forts. Si par contre je mets en entrée un beau signal, un signal compatible avec la technologie, en sortie j'aurai un signal encore plus fort, tout aussi joli et à plus forte portée, c'est-à-dire je vais être capable d'être entendu de beaucoup plus loin. Maintenant je vais faire donc l'analogie avec le signal pédagogique, c'est-à-dire que imaginons qu'en entrée, donc l'amplificateur au centre, on va imaginer que c'est notre technologie éducative, c'est-à-dire notamment les TIC, le numérique. Et dans ce numérique, on va rentrer une pédagogie qui n'est pas adaptée, donc correspondant au signal parasité en entrée du haut. Bien, en sortie, j'aurai un signal avec davantage de parasites. Donc dans ce cas-là, fatalement, les élèves, on les fait travailler sur le numérique, et puis ils ont un signal qui a encore plus de parasites. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont préférer le signal original,
Donc ils vont préférer s'affranchir de la technologie et écouter le prof directement, sans la technologie, parce que la technologie perturbe leur apprentissage en ajoutant des parasites. C'est ce qui se passe quand le numérique distrait en fait, l'activité étant pas suffisamment planifiée ou prévue pour cadrer l'apprentissage. Maintenant, si en entrée de ma technologie, donc de mes outils numériques, j'entre un signal disciplinaire qualitatif, c'est-à-dire il est qualitatif parce qu'il est adapté aux activités numériques et aux écrans, en sortie, donc ces technologies vont amplifier mon signal pédagogique et vont l'amplifier selon différents paramètres. Donc il va y avoir par exemple une amplification de la portée, donc de la distance, c'est-à-dire que je pourrais enseigner par exemple à l'étranger, ou simplement dans la ville d'à côté, ou dans la salle d'à côté, l'amphi d'à côté. Je vais pouvoir avoir une amplification sur le temps, puisque en fait ce webinaire sera disponible par exemple demain en différé, donc ça veut dire que je vais m'affranchir quelque part de la temporalité de cette capsule pédagogique que je suis en train de produire. Je vais aussi pouvoir amplifier le nombre d'étudiants, puisque au final, autant si je faisais cours à l'heure actuelle devant 20 étudiants, parce que la salle en contient 20, je serais limité à 20, mais grâce à cette capsule, au final, elle sera peut-être regardée par 500 personnes. Donc je vais avoir une amplification du nombre d'étudiants, et de la même, je pourrais justifier une amplification de l'interaction, de l'individualisation de chacun qui va pouvoir relire la vidéo à son rythme, etc. La capitalisation, si ça lui plaît, si ça lui parle, il va en faire son patrimoine numérique, il va le garder, et puis d'une manière assez gratuite finalement, donc ça veut dire qu'on élimine aussi quelque part l'inéquité, on ajoute de l'équité dans le processus en éliminant le coût des supports, etc. Donc on a une amplification multicritère. Et par contre, pour faire ça, donc il faut avoir conscience, il faut que le système institutionnel autour sache, prenne conscience que pour en arriver à une amplification par la technologie de la pédagogie, c'est pas neutre, il faut une offre de formation auprès des enseignants à 3 niveaux. Et ça, c'est pas suffisamment compris ou intégré. Donc le premier niveau, effectivement, je vais passer vite dessus, c'est le disciplinaire, mais ça, en général, les enseignants s'en débrouillent. Et j'y ajoute la pédagogie. Donc c'est la rubrique de gauche, disciplinaire et pédagogie. Donc, il faut former nos enseignants à la pédagogie, et notamment à la pédagogie active, puisque le numérique, en fait, c'est un amplificateur de pédagogie active. En mode transmissif, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça signifie que quand l'enseignant sait fabriquer des pédagogies actives, il va produire un signal, le signal bleu, le signal qui va être amplifiable par la technologie. Je vais passer maintenant au signal en violet ou rose, c'est-à-dire la formation au numérique. Ça va nous permettre de transmettre une aisance technologique à l'enseignant, qui, pour continuer sur la métaphore, va pouvoir monter le volume de l'ampli. Donc non seulement il va produire un signal adapté en entrée, mais il va pouvoir monter le volume, donc ça veut dire jouer sur 2 critères d'amplification de son signal pédagogique. Et enfin, le troisième niveau de formation, c'est celui de la culture numérique, puisque pour faire des citoyens numériques éclairés et actifs, il faut qu'ils aient une forte culture numérique, et comme on n'a pas le temps en éducation, et c'est fort dommage, de trouver des moments pour former réellement à la culture numérique, ça veut dire que comme pour la langue, en fait, il faut en parler un petit peu tout le temps. Donc ça veut dire que tous les enseignants devraient avoir une culture numérique minimale qui véhicule durant leur cours. C'est le double signal noir qui est par-dessus le signal bleu qui se retrouve aussi amplifié par ma technologie numérique. Donc ça veut dire, vous voyez qu'avec cette métaphore, il faut qu'on change notre vision du numérique éducatif. Ça doit devenir à la fois un outil, ce que c'est déjà pour la majorité, mais ça doit devenir aussi une culture, la culture numérique, et puis surtout une approche pédagogique qui soit compatible avec ces technologies. Donc, si on doit définir, et je vais rapidement conclure, la pédagogie à l'ère du numérique, que certains appellent la pédagogie 2.0, que moi j'appelle d'ailleurs des fois, pour montrer la symbiose qu'il doit y avoir entre la technologie et la pédagogie techno-symbiotique, c'est un mélange donc de pédagogie active. Donc déjà, il faut que nos enseignants comprennent de quoi on parle quand on parle de pédagogie active, et sachent scénariser des dispositifs de ce genre. Il faut y ajouter une deuxième couche qui est la couche d'amplification par le numérique des scénarios de pédagogie active. C'est-à-dire que le numérique ne vient qu'en amplification d'une pédagogie active affirmée. On ne commence pas par la techno, on n'a pas d'approche technocentrée. Toutes celles qu'on a eues jusqu'à présent ces 20 dernières années n'ont pas marché. Et puis enfin, il lui faut la troisième couche de culture numérique. Voilà. Et donc pour conclure, je vous dirais que bon, ce 21e siècle est souvent qualifié par tout un tas d'auteurs, comme Michel Serres par exemple et d'autres, de siècle de l'humanité du savoir.
le numérique est reconnu comme une révolution dans la transmission des savoirs, quel que soit son numéro. Donc ça signifie qu'on doit installer absolument de la pédagogie à l'ère du numérique telle que je viens de la définir au sein de notre système éducatif, qui lui-même est à repenser dans ses aspects spatio-temporels, c'est-à-dire la limitation de la classe est à repenser. Voilà. Et donc j'en viens aux questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais remettre le casque pour vous entendre le cas échéant. Et puis sinon, il y a un chat sur la gauche, ici. Là. Et donc, n'hésitez pas aussi à y poser des questions si vous n'avez pas de micro, etc. Donc on a une 16 personnes qui sont en ligne en direct pour écouter. Donc on va voir si elles ont des questions. En attendant, moi j'en ai une première qui quand même peut poser interroge véritablement le système éducatif, parce que quand vous dites quelque part que la nécessité de scénariser des pédagogies actives ne fait pas d'une certaine manière partie du bagage professionnel des enseignants, ça questionne quand même tout le dispositif de formation continue des enseignants. Tout à fait. Donc votre question, est-ce que le système éducatif forme les enseignants? Oui, c'est ça. Et puis, d'une certaine manière, avec des examens tels qu'ils sont à l'heure actuelle, est-ce que les enseignants ont intérêt à s'investir dans ces pédagogies-là ou à continuer à faire ce qui finalement ne marche pas si mal pour obtenir que les élèves aient le bac à l'ancienne? Alors, bon, plusieurs remarques ou constats. Simplement, déjà, il faut bien comprendre qu'un cours magistral, s'il est bien fait, si le dispositif autour est bien construit, si les supports sont cohérents, et que l'évaluation est prévue en rapport avec la transmission des savoirs, il y a un apprentissage qui se fait malgré tout, hein, donc il n'y a pas de souci, et ça peut effectivement être efficace. Simplement, on peut faire différemment et on peut faire mieux. En deuxième remarque, j'aurais tendance à dire, l'idéal, ça serait de diversifier les approches. Si vous aimez un plat, mais que je vous le sers tous les jours, 2 fois par jour, j'imagine qu'au bout d'une semaine, vous en aurez marre de manger ce plat et il sera peut-être moins votre plat préféré. Pourquoi on devrait faire que du magistral? Donc, déjà, faites pas que du magistral, si vous êtes enseignant à l'université, ou même en lycée ou en collège. Mais simplement, le magistral est diminué par les effectifs qu'on a en face. Donc, varier les approches. Et varier les approches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire intégrer d'autres genres de scénarios pédagogiques dans lesquels notamment on pourrait rendre actif l'apprenant. Alors vous allez me dire oui mais il y en a déjà plein, oui c'est vrai, et quand on leur fait faire des exercices déjà ils sont en activité, quand on leur fait lire par eux-mêmes quelque chose ils sont en activité, quand on leur fait co-créer ou ils sont en salle de laboratoire, oui c'est actif, donc ça existe déjà. Le tout c'est quelle proportion vous mettez dans vos cours, et ça c'est à se positionner par rapport à chaque matière. Donc il y a des matières comme par exemple les langues où on aurait tendance à être plus dans l'activité, mais le souci c'est que chaque élève manipule quoi, 1 minute peut-être la langue. Mais il y a des matières, on va dire, où l'activité est plus présente que dans d'autres matières. Il y a des matières où on est vraiment très en réception. Donc c'est chaque enseignant doit se poser la question sur 1 heure de cours, combien de temps lui est actif et combien de temps ses étudiants sont actifs sur le savoir à acquérir. Et une fois qu'on s'est posé cette question, si la réponse c'est ah oui sur 1 heure, moi je suis actif 55 minutes et eux ils sont en activité 5 minutes, le reste du temps ils prennent des notes. Peut-être qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que je pourrais leur proposer pour qu'ils soient davantage en activité, alors cognitive, hein, l'activité, on ne parle pas de gigoter physiquement, on parle d'activité du cerveau. Voilà. Bon, donc après, en ce qui concerne le système de formation, effectivement, alors les UFM devenus les SP, etc., forment les enseignants, essayent d'y intégrer au mieux la culture numérique, de l'outillage numérique. Alors, c'est pas assez. Il y a eu à une époque le C2I, C2I 2 au niveau enseignement, qui n'est devenu plus obligatoire, donc quelque part qui s'est fait barrer la route, hein, c'est-à-dire que bon, du moment que c'est plus obligatoire, les gens font pas ou font mal. Mais à une époque c'était obligatoire et ça incitait, on va dire, à atteindre un niveau minimal de culture numérique et de maîtrise du numérique pour enseigner. Donc je pense qu'il faut réinvestir quelque chose d'assez musclé en matière de pédagogie active amplifiée par le numérique dans tout ce qui est formation des enseignants. Et puis surtout, il faut aller chercher. Alors il ne faut pas se louper sur les nouveaux, hein, toutes les personnes qui veulent rentrer dans la carrière. Puis les personnes qui viennent d'y rentrer, il faut qu'elles soient formées. Alors les universités, ce qu'elles sont en train de réfléchir, hein, donc là autour du ministère, il y a pas mal de travaux en cours. Ils sont en train de réfléchir à des décharges
qui mettrait en place sur les premiers services, c'est-à-dire quand l'enseignant vient d'arriver dans un établissement, il va avoir une trentaine d'heures correspondant à 120 de travail, hein, mais une trentaine d'heures de décharge pour se former autour d'une offre de formation qui lui est proposée. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que de nos jours, l'enseignant a trop de choses qui lui tombent dessus pour être plus efficace à l'ère du numérique, pour s'en débrouiller tout seul. Alors il y en a qui y arrivent, hein, bien entendu, puis d'autres qu'il faut assister. Donc notre offre de formation pour les enseignants doit évoluer. Alors, je vois pas de questions arriver sur le chat. Je sais pas si les gens n'osent pas. Alors moi, je continue avec mes questions. À un moment donné, dans votre présentation de l'enquête, vous nous dites finalement que les préoccupations, l'accompagnement pédagogique arrive en troisième position, bien après les préoccupations matérielles et, Oui, euh, et le. Alors, on comprend les préoccupations matérielles parce que d'un établissement à l'autre, les collectivités n'investissent pas de la même manière. Mais ouais, c'était l'argument du temps me semble toujours un argument un petit peu précieux. j'ai pas entendu Voilà, la donc fin, j'ai eu un bip. l'argument du temps me semble un argument toujours un petit peu spécieux. Et là, je voyais qu'il arrivait avant l'argument pédagogique. Donc ça m'inquiète un peu, comme si les enseignants cherchaient à se défiler. Et après, je passerai la question à Mathieu. Alors oui, peut-être qu'on peut remettre ce dont vous parliez, c'était, si je ne m'abuse, alors, oui, j'ai vu qu'il y avait une question, on va la prendre. C'était là-dessus, je pense, Oui, c'est ça. que vous vouliez poser la question. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'on constate effectivement que les enseignants ont avant tout des problèmes de matériel. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à sécuriser, à fabriquer ce qu'on appelle des environnements capacitants, c'est-à-dire que quand je vais dans une salle, j'allume la lumière et puis c'est bon, tout marche. Donc là, j'ai de la visioconférence si je dois être connecté à l'extérieur, j'ai du son, j'ai de la vidéo, j'ai de l'internet. Si je veux partager des données entre les écrans des élèves et l'écran principal, je peux facilement, etc. Donc quand on est dans un environnement capacitant comme ça, on peut facilement faire du numérique. Maintenant, le souci, c'est que parfois, on dit aux enseignants de faire du numérique, et puis on les envoie dans des salles informatiques, et puis dans cette salle informatique, l'ordinateur ne démarre pas, ou il plante, ou on a un écran bleu, ou il n'y a pas Internet, les débits sont pas suffisants. Tout simplement, à l'université, nous, ce qu'on constate, et puis il n'y a pas qu'à Pau, hein, il y a beaucoup d'amphis où il n'y a pas de courant. Donc ça veut dire que passer 3 heures en amphi avec un ordinateur, c'est pas possible, parce que la batterie va tomber en panne. Souvent, mais, mais très souvent, la capacité Wi-Fi est pas suffisante pour assurer la jauge de la salle. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle de 30 personnes, il y a 10 personnes qui peuvent se connecter au Wi-Fi. Vous êtes dans une salle de 300 personnes, il y a 80 personnes qui peuvent se connecter au Wi-Fi. Donc ça signifie qu'il faut qu'on fasse évoluer toutes nos infrastructures avant d'être dans l'exigence d'une évolution pédagogique. Parce que vous savez, des fois, il y a quand même des injonctions à y aller. On dit ce prof il est bien parce qu'il innove, celui-là il innove pas, il est pas bien. Donc il faut se méfier aussi des effets d'annonce qu'on veut parfois entendre ou transmettre, parce qu'à l'heure actuelle, dans les établissements scolaires, les équipements permettent pas tout le temps ou assez rarement d'assurer une offre numérique conséquente avec la pédagogie. Donc déjà, il faut savoir si c'est le cas. Et là, bon, on peut pas généraliser, hein, des académies qui sont en avance sur d'autres, ou des secteurs ou des établissements qui sont en avance sur d'autres. Donc, si déjà vous éliminez les problèmes matériels, ça veut dire que nombre d'enseignants qui n'osaient plus y aller parce qu'ils ont essayé, puis ils ont perdu du temps, ils ont perdu une demi-heure, trois quarts d'heure à faire un truc et ça n'a pas marché, ils retourneront. Ces gens-là, ils retourneront. Parce qu'ils verront un matériel neuf, un matériel capacitant, ils se diront, tiens, bah, sympa, on va recommencer. Donc ça, c'est la première chose. En deuxième chose, effectivement, il faut du temps, c'est-à-dire pour tester ces nouveaux matériels qui arrivent, pour les mettre en scène dans une pédagogie, il faut y avoir accès déjà, des fois elles sont réservées, parce que les salles, quand elles fonctionnent bien, au final, elles sont souvent occupées, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve du temps disponible et que la salle soit en même temps disponible, donc des problèmes de temps, donc il faut libérer du temps. Et puis après, effectivement, l'enseignant a besoin d'être accompagné, mais vous voyez que ça vient qu'en troisième position, c'est-à-dire que le souci pédagogique de l'enseignant, il pense qu'il peut s'en affranchir dans un premier temps, mais par contre, on ne peut pas s'affranchir du manque de temps ou du manque de matériel. Là, on est sur de la contrainte plus rationnelle. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça répond à la question. Mais c'est effectivement, c'est presque étonnant que la dimension pédagogique arrive qu'en trois, quoi. Mais on la comprend face aux contraintes du quotidien. Alors, Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Mathieu avait une autre oui. question. Je pense qu'il peut prendre la parole. Oui, bonjour.
C'était par rapport au début de votre présentation. Vous avez mentionné, on a vu un tableau, un graphique qui était assez parlant. On voyait un basculement de l'appétence pour le numérique vers la classe de première, vers 17 ans. Oui. C'est quoi l'explication que vous avez pu avancer pour montrer vraiment ce basculement qui est visible? Oui. Alors, ce basculement, si vous voulez, il peut avoir plusieurs explications. Et là, pour en avoir discuté avec quelques personnes, on a des explications différentes. Alors ça ne veut pas dire qu'elles s'opposent. Je dirais tout au plus elles se complètent ou elles expliquent avec différents points de vue. Parce que souvent, en fait, chaque axe scientifique illustre d'une manière particulière un phénomène. Et ça ne veut pas dire que l'un dit le contraire de l'autre, ça veut juste dire qu'ils ont une vision différente. Moi, j'aurais tendance à y voir, ça c'est ma vision personnelle, hein, une vague numérique des pré-bac, c'est-à-dire un phénomène générationnel. On voit que ça change à 17 ans en première, hein, et pas entre la terminale et l'université. Donc ça c'était en 2017. Hein. Donc c'est pas la frontière lycée-université qu'on voit réellement sur ce graphique, et c'est ce qui m'incite à croire que c'est un phénomène générationnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifierait? Qu'il y a une génération de jeunes de la sixième à la première qui a de l'appétence pour le numérique, tout simplement parce que ils se sont construits, ils ont construit leur identité, euh, leur socialisation primaire et secondaire euh, avec le numérique. C'est-à-dire que c'est la première génération de l'humanité qui a connu le fait d'avoir un terminal dans la poche qui soit un vrai ordinateur et qui soit connecté d'une manière quasi permanente à Internet. La génération d'après, donc ceux qui sont à l'université, que vous voyez sur le graphique à droite, en fait, eux, ils ont peut-être eu le téléphone, mais à l'époque les forfaits étaient rares, chers, etc. Et donc ils se sont pas construits dans l'hyperconnexion. Ils ont été connectés, mais ils n'ont pas été hyper connectés. Vous voyez maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment hyper connectés, c'est-à-dire qu'ils ont une consommation du numérique qui est beaucoup plus importante. Et donc, ça veut dire qu'ils se sont construits, ils ont construit. Parce que vous savez, la socialisation primaire, c'est on se construit en tant qu'individu social avec ses proches, sa famille, ses amis. Et puis après, quand on est adulte, donc en socialisation secondaire, avec son cercle élargi, professionnel, institutionnel, etc. Et cette socialisation-là, en fait, elle change avec le numérique, puisque les jeunes, ils se construisent maintenant avec des gens potentiellement inconnus, avec des cercles très très élargis de gens, potentiellement des étrangers, etc. À travers le jeu, ils discutent avec des étrangers au quotidien. Donc ça veut dire qu'en fait, ils se construisent, ils se socialisent avec le numérique d'une manière potentiellement accélérée. Et ça les amène sans doute à avoir compris le potentiel éducatif de l'outil. C'est-à-dire qu'ils ont compris euh, à quel point l'outil pouvait les enrichir. Alors que après, au final, les gens sont un peu passés à travers parce qu'ils ont été moins connectés. Donc ça veut dire qu'ils en ressentent moins le besoin parce qu'ils ont appris à se former différemment. Donc ça, c'est une potentielle explication, c'est la construction par le numérique de l'identité. Et pour le vérifier, il faudrait que je puisse refaire, et c'est ce qui est prévu, l'enquête 2 ans après, c'était en 2019, 2020, et voir si la vague se déplace. Si elle se déplace, effectivement, ça montrerait qu'il y a une génération montante de gens hyper connectés, qui ont de l'appétence pour le numérique parce qu'ils ont tout à fait compris le potentiel éducatif. Si la vague se déplace pas, par contre, à ce moment-là, ça pourrait refléter ce que certains de mes collègues pensent, c'est-à-dire, par exemple, que c'est juste une frontière liée, par exemple, à l'émancipation des jeunes qui, à 17-18 ans, changent. Donc, ça serait d'une année sur l'autre, on s'émancipe, on devient adulte, donc on a moins besoin du numérique, on va plus dans la relation sociale physique, on s'exprime davantage dans les sports. Puis après, il y a la rupture de la forme scolaire aussi comme explication tierce, c'est-à-dire le fait que euh, du lycée à l'université, on n'apprend plus de la même manière à l'école, on se retrouve dans des amphis. Bon. Donc la forme scolaire changeant, le numérique trouve difficilement sa place dans un amphi ou dans une formation à l'université, déjà parce que les enseignants les proposent assez peu comme modalité. Voilà. Donc vous voyez 3 explications au moins pour montrer, enfin pour tenter d'expliquer cette vague. Vous avez Alors peut-être une idée? Tristan dans le chat nous dit ou peut-être que les terminales et au-delà ont le sentiment de mieux maîtriser le numérique et d'avoir besoin d'autres sources que celles auxquelles ils accèdent déjà de cette manière. Oui, c'est-à-dire lesquels? Eh ben, je sais pas, il va peut-être nous dire, Tristan dans le chat.
des ressources non numériques. En gros, aller à la bibliothèque, si j'entends bien. Oui, tout en sachant que de nos jours, les bibliothèques sont de plus en plus numériques, hein. Donc bon, enfin peu importe, Mhm. c'est un faux débat. Mais quoi qu'il en soit, aller à la bibliothèque, chercher un support, alors qu'il soit papier ou numérique, euh, de nos jours c'est de plus en plus numérique, ne nous affranchit pas de ce phénomène-là, hein. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de l'appétence pour le numérique éducatif et pour autant aller à la bibliothèque chercher un livre. C'est pas antinomique. Enfin, euh, ça exclut pas. Donc, en fait, il n'y a pas de lien. Pour moi, il n'y a pas de lien. Je peux pas dire s'il y a une causalité ou pas. La vraie question fondamentale reste cette culture numérique qui, de toute façon, se crée aussi par la fréquentation et l'usage des outils numériques. Et peut-être qu'il y a un clivage entre des jeunes qui, moi je travaille en lycée, qui sont dans cette dynamique d'hyperconnectivité et les enseignants qui, eux, ne le sont pas, quel que soit leur âge, de toute façon. Donc, s'ils le font, de toute façon, ils iront pas vers les mêmes utilisations des supports numériques. Vous en pensez quoi? Comment on peut arriver à se faire une culture numérique commune entre les jeunes et les moins jeunes, Ben, c'est pour ça, en comme je pratiquant disais, ensemble? dans ce que j'appelle la pédagogie à l'ère du numérique, pas la pédagogie numérique, la pédagogie à l'ère du numérique, c'est-à-dire que nous sommes dans une ère de l'hyperconnexion. Nous vivons ensemble, nous faisons société avec le numérique de plus en plus. Euh, Essayer de vivre une journée sans numérique, ça paraît compliqué, hein. Donc, ça veut dire que il faut qu'on sache maintenant intégrer cette culture, du moins se vivre ensemble avec le numérique à l'école. Et là, il y a encore matière à évoluer, c'est-à-dire à faire ensemble, en sorte qu'effectivement il y a un dialogue un peu plus riche qui s'instaure entre les étudiants, entre les enseignants et les étudiants, donc entre tous les acteurs du système éducatif, pour l'administratif, pour le pédagogique, pour tous les aspects de la vie étudiante. Alors des universités québécoises, par exemple, ont fait le virage depuis très longtemps, ont construit leur système numérique, ont intégré massivement le numérique en éducation, etc., etc. Et bon, nous, on est en train de faire ce virage-là, et ça nécessite 3 pans de formation tels que je vous l'ai expliqué. Donc, effectivement, nos enseignants doivent comprendre que, bah, effectivement, dans une forme transmissive, si on est enseignant essentiellement basé sur le transmissif, il n'y a pas tellement besoin de numérique. Alors, effectivement, on peut filer des supports numériques. Oui, c'est bien. Et déjà, ça élimine tout un tas de problématiques. Mais au-delà de ça, on va pas rendre notre enseignement, on va pas métamorphoser notre enseignement avec le numérique. Maintenant, si on forme nos enseignants à différents scénarios, à différents dispositifs de pédagogie active, à ce moment-là, on va trouver des places pour le numérique qui soient très amplificatrices, des usages sur lesquels le numérique est incontournable. Alors là, j'ai pas le temps de vous en montrer, mais sinon, classiquement, ce que je fais après une séance telle que là, c'est qu'on fait une expérience ensemble de pédagogie où on scénarise un outil numérique autour d'un dispositif pédagogique. Puis je leur dis maintenant, expliquez-moi ce qu'a apporté le numérique, expliquez-moi comment on pourrait faire sans, et partant de là, vous faites le pour et le contre et vous me dites si on garde le numérique ou pas. Et quand on fait le bilan que le numérique a apporté une réelle plus-value sur tout un tas de critères que je vous ai listés tout à l'heure, à ce moment-là, on dit on garde. Si j'ai plein d'enseignants qui me disent, ben regardez, moi je fais aussi bien sans, je fais comme ça et ça marche. Si on convient, et ça arrive, hein, qu'on fait tout aussi bien sans, je leur dis à ce moment-là, ne mettez pas de numérique. Parce qu'on est dans le mauvais cas, le cas du haut, où on est en train de produire un signal qui fait des parasites. Donc, même si on est dans un kiff-kiff, une égalité, on fait aussi bien avec le numérique que sans, ben faites sans. De temps en temps, vous ferez avec, vous ferez une diversification, mais dites pas que vous faites mieux avec. Vous faites aussi bien, c'est déjà pas mal, ça apporte, on va dire, ça permet de varier les approches et d'éviter de saturer. Mais par contre, sachez localiser les scénarios qui marchent vraiment bien avec le numérique, là où il y a vraiment de l'amplification, et cela, quand vous en discutez avec vos collègues, bah, sachez les justifier, parce que c'est comme ça qu'on véhicule ce que c'est que la pédagogie à l'ère numérique, c'est-à-dire une pédagogie qui est vraiment plus efficace avec le numérique. Puis après, le troisième volet, c'est la culture numérique, telle que vous l'avez dit. Culture numérique, ça veut dire que sur les différentes rubriques que j'ai citées et bien d'autres, hein, notamment les données personnelles, etc., il faut rendre réactif et critique tout un pan de la société, et notamment les jeunes, pour qu'ils sachent se protéger, qu'ils sachent surfer, qu'ils sachent se comporter par rapport à cette vie numérique qui est la nôtre. Et
pour qu'ils sachent le faire, vu qu'il n'y a pas réellement de cours pour ça, moi je vois pas d'autre moyen que de former les enseignants à ce qu'ils en parlent un petit peu partout. Donc quand ils vont faire un TP, tantôt le prof de maths il va dire ah oui mais là attention, si tu te mets sur tel logiciel, tu vas laisser des traces. Ah bah tiens là qu'est-ce que ça implique de poster ce message sur le forum? Il y a une bonne conduite à avoir, tiens, regarde ton message. Donc au quotidien en fait, toutes les activités numériques et toutes les activités pédagogiques qui utilisent le numérique plutôt vont être des occasions de véhiculer de la culture numérique par tous les enseignants. Ok, alors, euh, Tristan nous dit, sera-t-il possible de disposer du support de présentation? On le mettra en disposition quand on aura publié l'article très prochainement. Vous nous suivez sur le compte Twitter de la DAN de Besançon, vous trouverez les liens. Mathieu nous dit, modèle SAMR, point d'interrogation, c'est peut-être une possibilité pour accompagner les collègues pour aller progressivement vers des scénarios qui intègrent le numérique. Qu'en pensez-vous? Et puis ça sera notre dernière question. Oui, alors figurez-vous que je l'ai cité comme un exemple qui montre l'évolution que peut avoir un scénario pédagogique pour passer de plus en plus de la substitution vers l'amplification. Donc c'est un modèle, on va dire, qui explique aussi assez bien euh, comment on peut amplifier c'est un dispositif pédagogique avec le numérique. Et d'ailleurs, vous le retrouverez dans l'article que j'ai mis en fin de support. Hein. C'est-à-dire alors oui, je suis en train de me mélanger les pinceaux sur les écrans. Enfin, vous le retrouverez. Où est-ce qu'il est mon via? Il est ici. Alors je vous le mets dans le chat, le lien vers l'article au cas où. Voilà. Et donc cet article en fait sur 4 ou 5 pages en fait explique très en détail ce que j'ai survolé aujourd'hui autour de l'amplificateur pédagogique et dedans donc je cite le modèle de Pointé-Duras sur SAMR, c'est-à-dire la substitution, amplification, modification, redéfinition, les 4 étapes qui nous permettent de montrer que autant au niveau substitution, le numérique il sert pas à grand chose. Bon, vous le faites par défaut si vous savez pas comment varier vos approches, bon, tantôt numérique, tantôt sans numérique. Mais on va dire c'est pas des activités où le numérique est pertinent. Et puis après, au fur et à mesure, donc vous allez en amplification, en modification, en redéfinition. Quand on en est à l'étape ultime, que d'autres, par exemple, Margarita Romero, elle parlerait de co-création avec le numérique, donc des niveaux qui sont très amplificateurs avec le numérique. Là, c'est incontournable. C'est-à-dire quand on est sur ces dispositifs-là, et que vous dites à des enseignants qui sont pas trop au fait de ce qu'on peut faire avec le numérique, quand ils voient ce qui se passe et l'apprentissage qui est généré, c'est incontestable. C'est-à-dire qu'ils disent oui, effectivement, moi je sais pas comment faire autrement que ce que tu me montres, ou sans numérique. Donc à ce moment-là, on sait qu'on a apporté une plus-value avec le numérique et qu'on peut pas faire mieux si on l'enlève. Alors une dernière question d'Hélène qui nous dit les enseignants se heurtent souvent à des contraintes imposées par la CNIL. Comment cela va-t-il évoluer à l'avenir? Je pense que c'est l'évocation aussi du RGPD, des choses comme ça. Oui, donc là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le RGPD, donc des nouvelles lois, une nouvelle législation pour cadrer la protection des données personnelles. Vous avez dû remarquer, à l'heure actuelle, vous recevez un mail de chacun de vos services social. C'est-à-dire si vous êtes sur Instagram, Instagram est en train de vous envoyer un email. Si vous êtes sur Facebook, vous avez reçu un mail de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, etc. Tout le monde vous envoie un email pour vous dire ah bah, la politique change, les données personnelles ci, les données personnelles là. Donc c'est mieux cadré, ça vous permet de les effacer, ou de les récupérer, enfin de mieux les contrôler. Alors effectivement, pour répondre à la question, il faudrait déjà savoir à quel niveau scolaire on est. Si on est à un niveau scolaire avec des adultes, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on leur propose une activité et ils ont le choix de s'inscrire ou pas sur la plateforme proposée, puisqu'ils sont adultes. Et puis ils ont le choix de cocher ou de décocher ce qui laisse la plateforme collecter comme données. Maintenant, avec des enfants, c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, il va falloir travailler avec des emails académiques. Une fois que vous les avez, effectivement, vous pouvez les inscrire sur des plateformes qui ne sont pas académiques si vous souhaitez utiliser des outils tels que Padlet ou autres. Mais il faut utiliser des emails qui ne sont pas leurs emails personnels, de manière à ce qu'en fait, les traces qu'ils laissent sont des traces académiques et peu engageantes, puisqu'il n'y a pas d'infos dedans, en fait. Donc faites en sorte de réfléchir à comment soit leur faire utiliser des services académiques, soit leur faire utiliser des services non académiques, mais sans laisser de traces personnelles, c'est-à-dire qui travaillent en mode anonyme, avec des emails qui n'auront pas d'impact ou des faux comptes, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Je pense que ça répond en partie à la question de la collègue. Bon, ben là, il est temps de terminer. Donc, je vous remercie encore beaucoup du temps que vous avez passé avec nous, des explications que vous nous avez fournies sur cet amplificateur numérique et de sa pertinence et de son efficacité pédagogique. On publiera très rapidement l'article avec la vidéo pour un suivi en différé. Et merci encore à vous du temps passé pour la formation de nos collègues de Franche-Comté et peut-être d'ailleurs. Ben, merci à vous et puis au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous avez dans le support mes coordonnées, mail, Twitter, sur Internet, je suis très présent. Donc n'hésitez pas. Au plaisir de vous revoir en ligne. Merci, au revoir.